Donc effectivement, le cas de l'épandage des engrais minéraux et des engrais organiques en modulation. Bon, on a déjà vu, merci Bruno pour la notion d'empreinte, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite, mais effectivement je suis un adepte de cette notion d'empreinte, en particulier sur la distribution centrifuge. Ici vous avez grosso modo comment fonctionne l'épandage centrifuge. Alors c'est le cas du minéral parce qu'il est le plus répétable, mais vous avez systématiquement ou quasi systématiquement un dispositif à plusieurs disques, ici 2 disques, qui distribue de la matière, en l'occurrence ici de l'engrais minéral, sur ce que j'ai noté ici comme étant l'empreinte d'épandage. Vous voyez que cette empreinte d'épandage qui à droite est en 2 dimensions, à gauche c'est exactement la même mais en 3 dimensions. Donc vous voyez les zones en rouge sont fortement dosées, les zones un peu plus bleutées sont de moindre dosage. Les caractéristiques de cette empreinte, c'est quand même une surface instantanée de l'ordre du tiers d'hectare, voire plus. D'accord ? Ça veut dire que quand vous appuyez sur le bouton GEPAN, j'ai déjà couvert dans la seconde qui suit, la microseconde qui suit, un tiers d'hectare, d'accord, potentiellement. Donc c'est pas rien. Et ensuite, forme semi-circulaire et de densité irrégulière. Alors, l'épandage centrifuge, les grands principes, typiquement, l'épandage centrifuge, c'est exactement le principe de la peinture. La surface à peindre étant la parcelle et le pinceau étant la nappe d'épandage. Vous avez l'animation qui est en train de se faire ici sur un cas d'épandage typique avec ce qu'on appelle une parcelle qui se finit en pointe, où donc les espaces sont irrégulièrement espacés entre le début de la parcelle et la fin de la parcelle, pour un épandage réglé à une certaine largeur donnée. C'est donc, par ce principe de la peinture, une opération qui nécessite ce qu'on appelle la notion de recroisement, de recouvrement, à la fois transversal et longitudinal, donc dans les 2 axes. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui nécessite ce double recouvrement, le résultat, la qualité du résultat final, elle est hautement dépendante de la qualité des réglages, des perturbations extérieures, typiquement vent, relief, géométrie des parcelles. On va traiter un certain nombre de cas aujourd'hui. Et puis évidemment, elle est impactée par la relation engrais-épandeur, c'est-à-dire la forme qui se traduit par la forme de la courbe. Ici, je n'ai pas mis les 2 animations, mais je reprends l'animation qui était ici sous la forme d'une photo à gauche. Pour un engrais de qualité importante, vous avez exactement le même cas d'épandage, la même machine, même caractéristique, sauf que l'engrais est de qualité, entre guillemets, moindre, donc permet une portée de projection moins importante. Et vous voyez que dans les mêmes caractéristiques, les mêmes conditions d'utilisation de la machine, les conséquences sur la qualité d'épandage final sont beaucoup plus importantes, puisqu'ici, on peut aller jusqu'à considérer que finalement, c'est pas si mal que ça, même si on n'a rien fait sur la machine en continu, on n'est pas si mauvais que ça dans la qualité finale, on a dilué les défauts dus à la géométrie de la parcelle, alors qu'ici, on les concentre. Donc la machine, mais les engrais jouent sur la qualité finale d'épandage. Alors ensuite, les prérequis dans l'épandage des engrais minéraux organiques, je vais évaluer les 2 en parallèle. Donc typiquement une représentation des engrais minéraux à gauche avec des produits très manufacturés, très réguliers, très maîtrisés, et puis à droite des produits qui sont beaucoup moins maîtrisés en termes de variabilité. Alors la nappe, c'est-à-dire l'empreinte de la machine, est-ce qu'elle est adaptée à la modulation ? En termes de répétabilité, oui. La nappe d'épandage en engrais minéral, elle est hautement répétable. C'est pas du tout, beaucoup moins le cas en épandage d'engrais organique. La surface, elle est quand même de l'ordre du tiers d'hectare. Donc quand on dit que c'est de la peinture, avec un pinceau très large, voire un rouleau, comme on voit à l'heure actuelle, on ne peut pas forcément être précis. Donc je l'ai mis quand même, là on n'est pas dans le vert. En termes de surface en engrais organique, on est mieux, mais voilà, c'est toujours une certaine surface. En termes de débit massique, donc là c'est le pondérateur d'empreinte qui se déplace dans la parcelle. En engrais minéral, c'est très très favorable. Quand on désire avoir un débit massique
en épandage d'engrais minéral à l'heure actuelle, on l'a. Ou alors c'est que vraiment on n'épand pas un produit qui est de bonne qualité, donc ça dépend plus du produit. Mais la machine, elle est apte en tout cas à obtenir la cible de débit quand on souhaite bien l'obtenir. En engrais organique, ici je vous ai placé donc un graphique où vous avez en fonction du temps de vidange le débit cible, donc c'est très simple, hein, et puis un diagramme de distribution de ce débit qui est en bas. Si on ne fait rien sur un épandeur de fumier classique, alors fumier, hein, je n'ai pas parlé de lisier ou quoi que ce soit là, on est bien dans courbe d'épandage de fumier. Typiquement, on a ce type de courbe avec à la fois, donc vous voyez en termes de conséquences sur la dispersion, on est à la fois avec un écart par rapport à la moyenne et avec une dispersion autour de cette moyenne. Donc ça nécessite différents types de régulation. Le premier type de régulation, c'est de supprimer la variabilité, la dispersion autour de la moyenne. Il existe un certain nombre de dispositifs technologiques. Alors ça permet ce premier passage de la courbe verte à la courbe orange. Et puis ensuite, il faut un deuxième étage de régulation qui est de corriger la justesse pour finalement supprimer l'offset entre la dose moyenne apportée et puis la cible. Donc finalement, quand on fait la synthèse, en engrais minéral, le pondérateur, le débit massique, il est maîtrisé. Il est beaucoup plus souvent difficile à obtenir en organique. Donc là, maintenant, je croise les deux, finalement, empreinte et débit. Et puis, je regarde la maîtrise, la capacité de la machine à maîtriser la dose massique parcellaire. Et je pense qu'on peut dire qu'en épandage d'engrais minéral, elle est garantie. La capacité à l'obtenir, elle est garantie, alors qu'elle n'est pas du tout aisée en organique. Si on passe maintenant à un étage de plus, c'est-à-dire on transforme la dose massique distribuée en éléments fertilisants distribués, qualité de la distribution d'éléments fertilisants, on peut de la même façon dire elle est garantie en minéral, hein, on a une très bonne régularité dans les produits manufacturés qui sont vendus. Elle est complètement illusoire à l'heure actuelle. Personne n'est capable, sur un épandage de fumier, de mesurer en continu la variabilité d'éléments fertilisants qui est en train de s'épandre de la machine. Complètement illusoire. Et donc finalement, si je conclus sur la modulation, l'aptitude à la modulation parcellaire, c'est possible si, on va voir tout le reste juste derrière, ça va être l'objet de l'exposé, c'est techniquement facile, entre guillemets, par du transfert de technologie du minéral organique pour l'épandage des engrais organiques, performance moins, je dirais complètement illusoire en organique. Alors, revenons maintenant et concentrons-nous sur les minéraux. Donc, les préalables à la modulation en minéral et la première chose, c'est la gestion des sections. Pourquoi parle-t-on de sections et pas de tronçons en épandage d'engrais minéral? Typiquement, voilà les trajectoires que je vais analyser tout de suite ici. Donc, en épandage d'engrais minéral, on a le premier passage, le deuxième passage, le troisième passage ici. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qui se passe quand on est en épandage d'engrais minéral. Donc, c'est un comportement de type distributeur-centrifuge avec un débit continu, variable mais continu. Si on faisait la dérivée du débit massique en fonction du temps, on n'aurait pas de point de saut d'un passage de courbe à l'autre. Et puis, ajustement de la largeur de travail en continu lui aussi. Si on regarde sur les mêmes trajectoires ce que fait un pulvérisateur, alors à l'heure actuelle qui fait de la coupure de tronçons, même s'il existe maintenant des notions, des technologies plus évoluées, on est plus sur du comportement on-off, buse par buse, qui permet de couper complètement. En épandage d'engrais minéral, on est sur ce type de distribution où vous voyez que la courbe finale ici qui nous intéresse finalement, non seulement elle a une certaine forme qui n'est pas complètement régulière, et puis on apporte une dose variable à l'intérieur de cette zone. Donc finalement, on ne peut pas représenter le comportement d'un distributeur centrifuge de cette façon-là, mais on devrait le représenter de cette façon-là, c'est-à-dire comme si chaque buse
amenait un débit variable pour amener la quantité d'engrais donnée. Donc ça, c'est la raison de pourquoi on parle de gestion de section et pas de tronçon, parce que c'est quand même complètement différent. Et il fallait bien trouver au monde de l'épandage minéral qui a adopté finalement la gestion de tronçon, puisqu'elle s'est d'abord faite en pulvérisation. Il fallait bien trouver un terme différenciant, et je pense que c'est très bien comme ça. Un préalable quand même à la modulation derrière, c'est que pour obtenir ça, la première des choses, c'est de maîtriser l'empreinte. Alors il y a deux façons à l'heure actuelle de maîtriser l'empreinte. La première, c'est les tableaux de réglage, connaître son engrais, et puis avoir accès au bon tableau d'épandage pour la bonne machine. Ce qui va représenter le futur, ça va être les réglages dits online, qui commencent à réellement apparaître sur le marché. On pourra en discuter si vous voulez, ça ne fait pas l'objet de la présentation. Maintenant, la modulation. Alors, deux cas de modulation ici. Vous avez une animation à gauche de ce qui se passe sur une parcelle en pointe si je ne pratique pas la modulation d'épandage, la gestion de section plutôt, dans cette parcelle qui se finit en pointe. Vous voyez que vous avez ici la parcelle qui est en train de peindre qui est en train d'être peinte par la machine. Vous avez ici 4 niveaux à gauche de couleurs différentes, qui sont 4 transects dans la parcelle pour lesquels on représente ici à droite les quantités finalement par rapport à l'objectif à atteindre. Vous voyez qu'ici, il y a un seul endroit, c'est à ce niveau-là, au milieu de la parcelle, où on est à 100% de l'apport souhaité sur toute la parcelle. Partout ailleurs, vous êtes soit en surdosage parce que vous étiez moins large, vous avez épandu sur moins large que le réglage machine, soit vous étiez plus large que le réglage machine et vous êtes en sous-dosage. Petite chose avant de bien comprendre l'animation suivante qui va nous intéresser, c'est ici. Vous voyez qu'ici, ce graphique-là représente, pour la couleur du point et la taille du point, le débit d'alimentation de chaque disque, et l'inclinaison finalement du trait vers la gauche ou vers la droite représente le réglage machine qui va être effectué. Vous avez vu pendant l'animation que, comme il n'y avait pas de modulation, comme il n'y avait pas de gestion de section, il n'y avait ni modulation du débit, ni modulation de la largeur de travail. Maintenant, je lance l'animation concernant la modulation, la gestion de section. Vous voyez qu'ici, le débit est important parce qu'on est sur une largeur importante et la nappe est complètement sur l'extérieur parce qu'on était sur une largeur importante. Et puis, plus ça va, plus l'épandeur resserre automatiquement sa nappe d'épandage vers l'arrière de la machine pour centrer le produit vers l'arrière. Et puis, en même temps, il diminue la quantité de peinture, d'engrais, qui alimente le disque pour s'adapter et apporter la juste dose, le plus possible la juste dose. Vous voyez que si je regarde graphique par graphique, il y a au moins une zone qui est... pour lequel la gestion de section a complètement atteint son objectif, une autre zone où c'est déjà très très bien, une dernière où on a obtenu un compromis plus-moins, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en surdosage complet, on est en alternance surdosage-sous-dosage. Et chose importante et qui est très très importante à bien comprendre, c'est que l'épandage est un compromis. En faisant de la gestion, de la modulation, de la gestion de section, on n'obtient jamais la perfection. On a une empreinte qui reste de l'ordre du tiers d'hectare, on ne va jamais la changer drastiquement. Donc, on va obtenir un compromis. Mais vous voyez que le compromis, il n'est quand même pas si mal que ça quand on regarde la différence de couleur en intensité maximum entre le rouge à gauche ici et puis finalement ce qu'on a obtenu au final ici. Alors, typiquement, un exemple dans une parcelle réelle, exemple de cas d'utilisation de gestion de section dans un exemple réel, dans 2 exemples réels de parcelles. Vous avez une parcelle ici à gauche de type grande culture, une parcelle plus polyculture élevage ici. Ce qui se passe quand on module, quand on ne fait pas de gestion de section. Et ici, donc, l'évaluation, ce qu'on a obtenu en utilisant le dispositif Econov chez Sulky, cette évaluation a fait l'objet d'un projet
de recherche entre Sulky et nous pour justement être capable de chiffrer les bénéfices de la gestion de section, vous voyez que, ce que j'ai dit juste avant, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais à partir du moment où on est sur cette modulation d'une empreinte qui est semi-circulaire et de densité variable, mais vous voyez que les bénéfices sont très très importants. Chose importante là aussi, la gestion de section est d'autant plus importante et d'autant plus bénéfique que les parcelles sont de forme variable, d'accord ? C'est fait pour ça, donc on n'est pas étonné. Et puis que les trajectoires génèrent des largeurs de travail optimum qui sont variables. Et puis on arrive à la modulation typique en termes vraiment typiques. Donc les cas types de modulation, ici, voilà, toutes les zones vertes sont des zones qui doivent être épandues à une dose de 100. La zone en rouge doit être épandue à une zone de 150. Donc ça, c'est le pixel de modulation. Si je le regarde de haut, voilà ce qui se passe quand je fais passer l'appareil. Alors, en noir, vous avez les zones de passage. Vous voyez que, avant d'aller plus loin, les zones de transition, entre la transition souhaitée et la transition obtenue, ben, vous voyez que, finalement, cette notion de recouvrement dans les deux axes, ben, on a un certain temps pour passer de la dose initiale à la dose finale. Ici, on a un début de variation à 190 et on finit à plus de 210. Mètres, hein, ce sont des mètres. Donc il y a plus de 20 mètres d'obtention de passage de la dose 1 à la dose 2. Typiquement, voilà la représentation transversale. Donc en bleu, vous avez la dose cible. Comment évolue la dose cible? On passe de 100 à 150. Et en rouge, vous avez la dose réellement obtenue. Si je colorise les différentes zones, ben j'ai une zone qui est sous-dosée et j'ai une zone qui est surdosée. Maintenant, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui impacte ces zones-là? Les premières notions, la première notion, c'est la notion de portée de projection de l'engrais. Donc l'engrais influe sur l'aptitude finale à moduler, sur le résultat final de la modulation. Vous allez soit être en retard, soit en avance sur votre zone à moduler selon la qualité, enfin selon le réglage avec l'engrais donné. Et puis le temps de transition en débit, évidemment, entre une trappe, ici vous êtes sur un phénomène que j'ai simulé en instantané, le temps de transition 0,1 seconde, quasi instantané. Si vous avez un passage qui se fait en 1 seconde, ou en 2 secondes, ou en 3 secondes, voire plus, bah évidemment, ce n'est pas les mêmes résultats au final. Le troisième aspect qui joue sur, ici, la lenteur, entre guillemets, d'obtention de passage de la dose 100 à la dose 150, c'est la forme de la courbe transversale qui va jouer sur ce résultat. Alors, ici, un cas typique où on va regarder ce qui se passe quand on va moduler ce pixel-là. Donc ici, à gauche et en haut, on est sur la dose 100. En bas à droite de ma parcelle, ici, j'ai un pixel de modulation qui doit être à 150. Ici, vous avez à gauche les nappes d'épandage, les sens de déplacement. Vous allez voir s'illustrer les débits d'alimentation disque par disque. La partie haute représente un épandeur qui va fonctionner en modulation full machine, donc les deux disques, les deux débits modulés en continu en même temps et de la même façon. Et en bas, vous allez avoir une machine qui module en différencié droite-gauche. Donc je lance l'animation. Tout ce qui est blanc, c'est que c'est conforme à l'objectif, donc c'est ce qui est souhaité. Tout ce qui est bleu, c'est sous-dosé. Tout ce qui est rouge, ça va être, c'est surdosé. Donc ne vous occupez pour l'instant pas des deux graphiques de droite, on les regardera à la fin. Ça sera le résultat de la parcelle. Vous voyez les défauts finaux de distribution qui commencent à apparaître, avec ici en particulier une zone de surdosage sur la zone faiblement dosée, du fait qu'on raisonne sur l'aspect global machine, et donc la cible, l'appareil passant à l'intérieur du pixel de modulation 150, full débit sur les deux disques, et du coup on surdose forcément la partie gauche du pixel. Vous voyez les différences gauche-droite, et puis maintenant alors ici oui,
débit associé, appliqué à chaque disque, à chaque endroit de la parcelle. Vous voyez qu'ici, en modulation droite-gauche, le débit à gauche, puisqu'on se déplaçait vers la droite, a été plus faible que le débit à droite, et donc menant à l'image finale. Mais qui n'est pas aussi systématique et aussi typique qu'on pourrait l'attendre. Il y a une dilution qui s'opère entre le résultat attendu, par rapport au résultat attendu puis résultat final du fait de la taille de l'empreinte. Vous voyez qu'ici, en termes de distribution spatiale finale, dispersion de la dose, finalement, on est mieux, on a un résultat qui est meilleur en left-right séparé qu'en global, mais finalement, un peu ce que tu disais, Bruno, avant, si on regarde simplement en termes de variance globale, le résultat, il est important, c'est sûr, mais on aurait pu s'attendre à plus. Alors, c'est ce phénomène de dilution qui génère ce problème-là. Ici, vous avez le passage pour cet axe, ce transecte dans la parcelle. Vous avez en trait plein la transition full machine, et en trait pointillé la transition disque par disque, du cas disque par disque. Alors, ça c'est pour bien comprendre la première, comment ça fonctionne. Maintenant, on va se placer dans ce cas-là de parcelle où le pixel de modulation, il est en pointe, et finalement, on pourrait se dire il va y avoir des intérêts différents aux modulations gauche-droite. Donc là, vous voyez le système fonctionner, et ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 zones d'analyse transects différents qui sont réalisées. On voit bien par l'animation le fait que, finalement, on ne peut juger de la qualité finale d'application qu'une fois que l'appareil est complètement passé dans la parcelle. On voit bien que c'est vraiment complètement dynamique, cette notion de recouvrement, tant que la machine n'est pas passée sur la totalité des allers-retours recouvrants, on ne peut pas avoir l'analyse finale. Je vais tout de suite aller à l'image finale, voilà, ici, où vous voyez que dans ce cas-là, on est typiquement avec un effet bénéfique, hautement bénéfique, dans ce cas-là, du gauche-droite différencié, puisque justement la dispersion autour de la moyenne, elle s'est nettement resserrée avec le gauche-droite différencié par rapport à la machine gérée dans sa globalité. On voit que, par ailleurs, il ne faut pas jeter tout dans l'ancien système, et de façon généralisée en épandage, on ne fait pas mal quand on utilise la technologie globale. On est déjà très bien centré sur la moyenne. Alors ça, c'était les cas typiques. Maintenant, le cas, pour finir, le cas réel, enfin un cas réel, j'ai pris cette carte qu'on a trouvée sur Internet, voilà, qui avait un intérêt pour moi important, c'était qu'il présente à la fois des zones, comme Bruno l'a dit, hautement structurées, avec des zones relativement importantes. Cette parcelle fait plus de 20 hectares. Donc l'idée, c'est aussi de regarder statistiquement si l'intérêt ou le non-intérêt d'une technologie. Donc ici, on a à la fois des zones de grande surface, donc pour lesquelles on s'attend à ce que la modulation finalement soit hautement bénéfique, et puis des zones où la structuration est moins évidente et surtout la taille des zones de modulation est beaucoup plus faible. Alors ici, vous avez la cible, et ici, vous avez l'écart à la cible agronomique. Là, on retrouve par rapport à ce que disait Gilbert au début, finalement, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de modulation? Donc tout ce qui c'est finalement le réalisé moins la cible. Ça se voit... Ça se voit peut-être pas bien ici, mais en fait, c'est la carte réellement obtenue quand on fait passer un distributeur d'engrais, moins la carte cible. Et tout ce qui est bleu ici, c'est en sous-dosage. Tout ce qui est rouge, c'est en surdosage. Donc là, en clair, on a pris la dose moyenne agronomique à la parcelle, et puis on a réglé l'appareil sans qu'il ne module, et on obtient cette carte-là. Et voilà les cartes que l'on obtient, toujours de la même façon, en modulation bidisque, donc full machine, en haut, et puis en modulation gauche-droite sur la partie inférieure.
Sur la partie gauche de la diapositive, il y a le résultat en termes de dosage. Et sur la partie droite, vous avez de la même façon la soustraction, c'est-à-dire l'erreur, la carte de l'erreur d'application sur la parcelle. Qu'est-ce que l'on voit? Comme on s'y attendait, que ces zones ici de grande taille, ici elle est complètement blanche. Ça veut dire qu'on voulait avoir 100% d'une dose, on a obtenu 100% de la dose. Je ne parle pas des effets de bord sur la zone. Et puis, par ailleurs, on voit qu'aux autres endroits qui ont une structure moins importante et surtout une taille de zone plus faible, là, l'effet empreinte, taille de l'empreinte de la machine génère des sur- et sous-dosages qu'on ne peut pas corriger. Si on les corrige, on n'est plus dans un système centrifuge. Il n'y a pas photo. Bénéfice global à l'œil, si on regarde comme ça, oui, on est bénéfique globalement en utilisant une modulation droite-gauche. La preuve, si pour finir, ma dernière diapositive sera celle-ci, j'ai rappelé la dose moyenne à atteindre, l'écart de dose, la carte des erreurs si on ne module pas, et la carte des erreurs si on module en full machine. Je n'ai pas voulu aller sur la dernière solution technologique qui consiste à séparer droite-gauche. Et vous voyez qu'en termes de graphique de dispersion, le graphique en bas, en bleu, représente la distribution si on module la dose, alors que le graphique en rouge représente la dispersion si on ne module pas. Donc on retrouve finalement ces zones en rouge, voire presque noires ici, sont représentées par ce point-là dans le graphique de distribution de dispersion, où on voit que globalement, finalement, modulé ou pas modulé, moi je dirais, même en centrifuge, même avec une empreinte du tiers d'hectare, finalement, on voit que c'est bénéfique de moduler. Les machines en sont équipées. Finalement, c'est une erreur de ne pas moduler, parce que même si globalement on fait des erreurs à certains endroits, c'est logique par rapport à la taille de l'empreinte machine, globalement on arrive quand même à nettement resserrer l'offset par rapport à l'objectif agronomique, à la moyenne agronomique, pas à la moyenne globale à la parcelle, à la moyenne agronomique, et on restreint la dispersion. Voilà. Des informations sur Internet via Semib Team, si vous voulez des animations, etc. Merci beaucoup Emmanuel Piron. On va préparer le micro, une question au premier rang. Ce qu'on comprend, si j'ai bien compris votre exposé, c'est que toutes les publicités où il y a marqué qu'on a des sections 2 mètres par 2 mètres, laissant penser un parallèle avec pulvérisation, c'est juste faux. Alors, c'est juste faux. C'est beaucoup de simplification dans un objectif de simplicité pour les agriculteurs, pour les utilisateurs finaux, pour faire du marketing. C'est juste pour la partie débit, puisque le débit est ajusté en fonction de cet objectif mètre par mètre. C'est faux pour l'empreinte, puisque on ne peut pas atteindre avec un distributeur centrifuge cette empreinte mètre par mètre. Gilbert Grenier. Oui, alors c'est plus un commentaire. Je me dis que lorsqu'on fait des cartes, en fait, on a un espèce de continuum de variabilité et on fait des commandes en échelon. Ce serait plus logique pour moi de faire des zones avec des zones de transition entre deux doses. Et du coup, au lieu de faire une commande en échelon, de faire une commande en rampe. Et là, on aurait certainement moins d'erreurs si on part sur ce principe, quoi. Alors, bon, première chose, justement, j'ai choisi ici de représenter une commande en échelon. C'est-à-dire que j'ai fait un certain nombre de cartes où j'ai fait des sections nettes, comme le pixel illustré à l'origine sur la diapo d'avant. Ça, c'est une zone en échelon. On voit bien qu'il y a une progression, par exemple ici. On passe de la zone bleue à la zone noire par une sorte de continuum. Donc, tu as raison et tort à la fois. Finalement, l'objectif, il est purement agronomique, quoi. Qu'est-ce qu'on doit atteindre? Quelle est la vraie carte? Et ensuite, finalement, la machine, elle fait toujours, on obtient toujours un meilleur résultat en mettant la carte agronomique réellement souhaitée. La machine se débrouille pour faire
pour faire de son mieux et pour obtenir quelque chose qui, de toute façon, est le résultat d'un recouvrement dans les deux axes. C'est ça qui est hyper important, recouvrement dans les deux axes. Bruno Tisser. Ouais, pour continuer sur les remarques de Gilbert et ce que tu nous as présenté, merci Emmanuel pour cette super présentation. Je militerais pour finalement, au lieu de faire des zones nettes, faire des zones finalement floues, entre guillemets, c'est-à-dire, et là, ce qui correspond, je pense, à une réalité agronomique aussi, c'est-à-dire que alors des fois on a des transitions nettes, alors je regarde mes collègues de BIAPI, mais on peut aussi avoir des transitions floues, et peut-être que c'est aussi vers ça qu'il faut tendre. Une autre question, ici, monsieur. Non, allez-y. Jean-Luc Pérez. On a des appareils centrifuges de plus en plus larges, 36, 42 mètres. Et quelle est la surface ou la distance minimum pour que ce genre d'appareil puisse être cohérent? Parce que si on fait des unités trop petites, l'appareil ne va jamais... Puisqu'on a minimum 20 mètres de réaction. Donc voilà, quelle est la largeur, la longueur minimum d'unité de surface de base? Pour le pixel de modulation, donc alors la première réponse à ça, c'est la réponse générée par Gilbert dans sa question finalement. C'est si on génère un continuum, finalement on obtient ce continuum pratiquement avec la machine derrière. Donc c'est pas une mauvaise solution. Derrière, si on veut vraiment aller répondre à ta question sur quelle taille de pixel minimum, tu as vu la transition au moins dans le sens longitudinal, qui est quasi la même dans le sens transversal, au moins 20 mètres pour générer la transition. Qui est séparé en 2 fois 10 mètres finalement, 10 mètres en sous-dosage, 10 mètres en surdosage. Sur cette base-là, on trouve le pixel de modulation. Et après, la question, c'est quelle force on met à telle ou telle zone, quel pondérateur on met à telle ou telle zone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout discuté, qui, à l'heure actuelle, n'est pas du tout proposé. Mais est-ce que, dans la notion de compromis sur la carte finale, est-ce qu'on met un pondérateur à 150 sur la zone fortement dosée et à 50 sur la zone faiblement dosée qui l'accompagne, ou le contraire? Et ça, finalement, ça change la taille du pixel final. Oui, stop. Pas d'autres questions? Si, très courte la question alors. Simplement, notamment dans l'épandage d'engrais de fond, est-ce que, où on répète plusieurs sur du pluriannuel, on avait intuitivement pensé de ne pas passer au même endroit pour éviter ces effets de recréer des microzones. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que je suis très très prudent à l'heure actuelle parce que finalement, entre l'intuition et puis ce qu'on constate dans la réalité quand on fait les simulations réelles, c'est pas du tout la même chose. Donc je me garderai bien de conclure et je répondrai qu'il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. En l'occurrence, l'expérimentation ne coûte rien puisque ce sont des simulations basées sur des réalités physiques. Mais c'est exactement ce que disait Bruno tout à l'heure quand il a expliqué cette notion de structuration par l'empreinte. Ça se teste de la même façon. Intuitivement, on peut effectivement conclure à ce que tu disais tout de suite. Ce n'est pas une mauvaise solution.